Le 14 novembre 2019, la maladie a emporté Tepa, dont il est question dans cet épisode. Je tenais à vous préciser que l'interview a été enregistrée avant son décès. Mes pensées vont à ses proches. Bonjour, bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 3, à l'honneur, une princesse, pas vraiment comme les autres. Les présentations sont faites, l'artiste solo. Princesse Agnès, une fois que je le fais dans ta solo. Définitivement hip-hop. Aussi ta tête de haut en bas, c'est pour tous les mecs en bas. Princesse Agnès. Bonjour Princesse Agnès. Bonjour. Alors on se rencontre dans votre bureau, porte de la Chapelle, mais vous faites plus du tout de musique. Plus du tout, oui. Mais vous avez été l'une des pionnières du rap en France et vous avez commencé très jeune. À quel âge exactement ? Vers 14-15 ans. J'ai commencé le rap, j'écrivais des textes, j'étais avec deux copines, j'habitais à Pontoise et on kiffait le rap et on avait envie de nous exprimer, enfin de s'exprimer, donc on a commencé à écrire comme ça, sans vraiment savoir où on allait, et voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça C'était les rappeurs. C'était le rap en lui-même, c'était les messages, c'était... Voilà, il y avait des groupes, il y avait NTM, il y avait IAM à l'époque, MC Solar. Et il y avait, chez les femmes, il y avait des rappeuses pas très connues, mais qui avaient fait un ou deux titres. Mais bon, il y avait quelques filles. Mais la plus connue de l'époque, c'était Strauss, qui était avec Sully B et la Mafia Underground. Et alors comment on passe de rapper avec des copines, entre guillemets, dans sa chambre, à commencer à poser sur des compiles Alors moi j'avais acheté, comme on était fan de rap, surtout moi, pas comparé à mes deux amis, donc j'achetais des magazines de rap, j'essayais de trouver tout ce qui passait à la radio, etc. Et j'avais acheté l'Affiche, le magazine à l'époque d'Olivier Cachin. Et à la fin, il y avait un article en fait sur Diabu System, donc le groupe avec lequel j'ai évolué pendant des années. Et dans ce petit article, ils avaient dit, ils avaient inscrit, envoyez vos maquettes. Je crois que j'avais appelé, j'avais dit, j'ai pas les moyens d'enregistrer, je connais pas du tout. Il y avait un numéro de téléphone, c'est ça. Et du coup, ils m'ont dit, passe. Eux, ils étaient hyper étonnés parce qu'ils se sont dit, tiens, une fille qui nous appelle, qui est motivée, ils n'avaient jamais vu ça. J'ai rappé devant eux et tout de suite, on s'est bien entendu. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ils avaient du matériel professionnel. Donc, j'ai pu poser mes premiers raps. J'ai pu écrire aussi plus concrètement, on va dire, parce que voilà, les premières rimes, elles étaient un petit peu nulles, on va dire, pas nulles, mais bon, c'était très amateur, on va dire. Et en plus, Abuse, donc qui composait le groupe Diabu System, lui, il était reconnu pour avoir des super flows, pour se prendre la tête sur les rimes et tout. Donc je faisais partie d'une bonne école. Princesse Agnès sur le rythme, viens te donner des rimes. Princesse Agnès sur le rythme, viens te donner des rimes. La première vraie sortie, oui, c'était sur la compilation Labels, où il y avait que des filles. Je crois que c'était en 95 ou 96. Et c'était une compilation qui réunissait plein de styles différents de musique. Urbain, bien sûr, de la musique urbaine. Et c'était ma première expérience studio, ma première expérience avec d'autres artistes. Donc c'était un bon souvenir. Des comme toi, j'en mange plusieurs pour mon dîner. Arrête de triper, plus beaucoup de temps pour te débiner. Je traîne dans mon voisinage en promenant mon pitbull. Donc je suis vite, reste cool quand sur la version je déboule. 100% filmé, pas de... Votre voix a vachement changé. Est-ce que vous étiez vraiment jeune sur celui-là ? Ouais. Il y en a plein qui pensaient que j'étais un garçon. Ils me disaient, le petit garçon il rappe trop bien et tout. Mais non, j'étais pas un garçon. Enfin, j'étais un garçon manqué. Donc vous avez été jeté dans le grand bain assez rapidement finalement. Ouais.
Ouais, je me suis faire de la scène. Voilà, ouais. Je me suis retrouvée. Je faisais déjà de la scène, enfin des petites scènes en fait avec Diabus parce qu'ils ont fait vraiment énormément de concerts. Ils étaient connus pour faire de la scène. Eux, en fait, ils faisaient de la scène avant de sortir des disques. Donc c'était l'ancienne génération. Hein. Donc moi, je les accompagnais, je faisais des freestyles. Des bacs, plein de trucs quoi. Je les accompagnais, donc j'avais l'habitude d'aller sur scène, mais avec c'est vrai la sortie de la compile, c'était beaucoup plus structuré et je me suis retrouvée voilà dans le grand bain assez jeune, ouais, à faire même des interviews dans des magazines, faire des radios, faire plein de choses. D'ailleurs j'ai fait des apparitions assez marrantes parce que je disais que des conneries dans les interviews. Quand on est jeune, on dit que des bêtises quoi. Même je me suis retrouvée en maison de disque, j'ai sorti des trucs. Je me suis un peu grillée, quoi. Mais bon, après, c'est pas grave. Hein. On reste comme on est, hein. C'est comme ça. Comment vos proches ont réagi parce que vous étiez jeune, vous étiez une fille dans un milieu qui était plutôt masculin. Vos parents, comment ça s'est passé ? Alors mes parents, moi ma mère elle m'a toujours soutenue, elle m'a toujours dit d'aller au bout de ce que je veux faire, que le plus important c'est de s'épanouir dans ce qu'on fait, d'aller au bout de ses rêves, etc. Mon père il a pas vraiment calculé, mais bon il était pas trop chaud parce que c'est un milieu qui est pas trop fréquentable, on va dire, enfin dans la tête en tout cas des gens lambda, ceux qui connaissent pas, ils ont un petit peu peur de ce milieu-là. Et puis parce que vous avez dû faire un choix, j'imagine rapidement entre vos études, votre musique. Au moins j'ai eu mon bac, ça c'est vrai, en tout cas ma mère m'avait poussé à avoir mon bac. Et mais il y a plein d'opportunités que j'ai loupées. Il y avait des tournées qui se faisaient où je pouvais pas y aller parce que j'avais mes cours. Et vice versa, hein. Il y avait des choses des cours que je manquais parce que je devais aller en studio. Après le bac, j'ai fait 1 an à la Sorbonne en droit parce que ça c'est le truc, la filière dans laquelle on va quand on sait pas ce qu'on veut faire. Donc j'ai fait ça, mais bon ça me correspondait pas. Après j'ai fait un BTS, mais bon c'était toujours ni fait ni à faire. Donc après j'ai mis ça de côté et je me suis dit bon vas-y, mets-toi à fond dans la musique et voilà quoi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais oui, pour les parents, à partir du moment où j'ai eu mon bac, il n'y a pas eu trop de... Ils étaient un peu rassurés quoi. Après, c'est vrai que ma mère, ce qui l'avait vraiment rassurée, c'est... en fait, elle a vécu pendant longtemps à Madagascar et moi, j'avais été invitée pour faire un concert aussi à Madagascar, au stade avec Bustaflex. Ça date d'il y a longtemps, hein, mais... et du coup, en fait, j'avais fait mon morceau Selkie, où il y a Princesse Agnès dans le refrain. Et donc j'arrive, je fais mon rap, mes 16 mesures et tout, et après je fais Selkie, nanana, c'est qui ? Il y avait tout le stade, Princesse Agnès, et donc elle était choquée. Je pense qu'elle était, elle était fière. Je pense qu'elle était fière. Bon après c'est ma mère qui est asiatique, donc elle monte pas trop, elle est pas très démonstrative, mais elle était, je pense qu'elle était très fière. Bon à la fin du concert, bien sûr, ça me fait rire parce que j'étais avec mon manager Julien qui est devenu mon ami. Encore aujourd'hui, hein. Et on en parle de temps en temps parce qu'on en rigole. Donc elle a sorti une feuille et elle a commencé à dire ok, donc là s'il y a 10 000 places, 10 000 entrées, l'entrée est à 10 €, donc ça va faire un calcul vraiment à l'asiatique parce qu'elle travaille à Madagascar, elle faisait du business et tout, et donc elle faisait ses calculs. Donc lui il rigolait, il disait mais tu te rends compte, tu viens de faire ton concert, on est dans le café parce qu'on a fini de faire le concert et elle fait déjà ses calculs sur combien d'entrées tu vas faire, c'est n'importe quoi. Donc on en rigolait quoi. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, elle a eu un regard un peu différent. Elle était un peu plus rassurée. Et le fait aussi, après, les clips qui passent un peu à la télé, des choses, je passe à la radio, même si elle écoute pas la radio, mais elle voyait qu'il y avait quand même des choses qui bougeaient, et donc ça la rassurait un peu. Au niveau de vos textes, le thème être une femme dans un monde d'hommes, respecte-moi, etc., ça a toujours été très présent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué dès le début dans ce milieu-là, de devoir s'imposer, d'en faire plus, ou pas du tout ? Alors, le fait d'être une fille, je pense qu'on est repéré tout de suite, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. À partir du moment où on sait écrire, on sait rapper, on a du flow, on sait pourquoi on fait du rap, et on le fait pas pour autre chose, on est respecté. Mais après, je pense que c'est le milieu du rap, il est un peu représentatif, c'est un peu le reflet de la société en général. Le rap, en plus, c'est très masculin. Et comme je dis, c'est beaucoup de mecs avec des grandes gueules qui vont avoir des messages très durs. Donc, est-ce que ça vous a forgé justement une répartie et un caractère où il était déjà là et de toute façon vous aviez les armes entre guillemets pour vous imposer ? Je pense que j'avais déjà du caractère de base,
Parce que moi, j'ai plus grandi avec mes 2 frères en plus, donc on a toujours traîné ensemble, on faisait la guerre des pierres, on faisait plein de trucs que de garçons. Déjà, tu sais après comment les mecs y pensent. Hein. Et ça se vanne tout le temps. Donc, il faut quand même avoir de la répartie pour pouvoir répondre, quoi. En plus, moi, je suis à moitié asiatique, donc il y a plein de petits trucs. Par exemple, dans le train, on partait en tournée, je me rappelle avec Expression Directe et Diabuse, il y a par exemple un Chinois qui va rentrer, tout le monde va se retourner vers moi. Il va faire des blagues sur les Chinois, quoi. Donc il y avait ce côté-là, t'es une femme, oui, ça c'est vrai, ça c'était souligné souvent, et t'es asiatique en plus. Donc après oui, si on est hypersensible, qu'on a un petit peu peur et tout, je crois que c'est un peu difficile de rester dans ce milieu et d'avoir le moral, quoi. Donc en tout cas à l'époque, parce que maintenant je pense qu'on peut faire des choses sur internet, et encore maintenant il y a des commentaires, si on va sur internet et qu'on lit les commentaires, on se tire une balle dans la tête, quoi. Quand j'étais encore dans la musique, il y avait les forums qui commençaient, internet, etc. Et il y avait des commentaires souvent sur le physique, alors que les hommes, il y avait jamais ça, hein. Il y avait c'est un homme, c'est ci, c'est ça, regarde ses sourcils, enfin des trucs de mongol, quoi. Elle est grosse, elle est comme ci. Mais du coup, c'est quelque chose que vous avez rapidement laissé derrière, vous en êtes pas plus préoccupé que ça, ou c'est des choses qui vous ont quand même atteint? Forcément, je pense que ça atteint tout le monde, hein, tout individu, homme, femme. Mais après, voilà, quand on est une fille, on sort avec 2-3 mecs, il suffit que après la rumeur circule, tout de suite on est catalogué. Mais ça peut être comme une fille au lycée, hein. Elle va sortir avec 2 mecs, ça y est, c'est la pute du lycée, quoi. Moi, franchement, je l'ai jamais ressenti, mais aussi, je me suis vachement protégée à ce niveau-là. Comme je disais, voilà, j'étais plutôt garçon manqué, j'étais en survêt, et je le dis dans mon premier morceau, je suis avec mon pitbull, donc c'était un peu pour me protéger, pour que personne vienne me parler, et pas avoir de problème, quoi. De la part de vos confrères, entre guillemets, rappeurs hommes, ça s'est toujours bien passé? Ça s'est toujours bien passé, ouais. Moi, j'ai toujours été respectée, et ils m'ont... Après, c'est vrai que j'étais avec Diabuse aussi. Eux, ils étaient hyper respectés dans l'underground. Donc, il y avait ce truc-là. Il y a Agnès qui est là, qui rappe et tout. Respect, c'est une puriste, etc. Donc, il y a eu ce côté-là où, elle, on la respecte. Peut-être que si j'étais arrivée toute seule, j'aurais peut-être pas eu ces facilités-là. En tout cas, d'acceptation, quoi. Aimer, souffrir, se dépouiller, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter, raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dépouiller, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. C'est quelques mots, si j'étais un homme, serais-je comme la plupart homophobes? Pendant plusieurs années, vous avez collaboré avec beaucoup d'artistes, vous avez participé à plein de compiles, etc. Et en 99, vous vous êtes associé avec un autre rappeur et vous avez créé un groupe qui s'appelle Les Spécialistes. Pourquoi vous avez voulu vous lancer en duo? Alors en fait, moi je rappais déjà avec Tepa, posé sur son multipiste dans sa chambre, on traînait tout le temps ensemble, toutes les dates de concert, même quand je faisais la tournée Labels avec que les filles, lui il venait et il m'accompagnait sur scène, donc on s'entendait super bien, c'était mon meilleur ami à l'époque, et du coup, comme on faisait tous les morceaux ensemble, sans se projeter, ça s'est fait naturellement, on s'est dit viens, on fait un groupe ensemble et on sort un album. En 2002, vous sortez votre premier album solo. Ça a été sorti, vous l'avez sorti de manière indépendante, ouais. Complètement. Vous aviez commencé votre carrière à peu près en 96. Là, on était en 2002. Pourquoi ça a mis tant de temps pour que vous arriviez à sortir quelque chose seul ? C'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question. En 99, j'avais sorti l'album avec Les Spécialistes, donc ça a pris beaucoup de temps. Moi, je voulais faire une carrière solo, mais c'est vrai que c'était Tepa, celui qui était dans le groupe avec moi, lui, il voulait pas trop, quoi. Il voulait vraiment qu'on continue tout le temps le groupe. Et moi, j'avais besoin de faire cet album solo. Donc, ça a mis un peu de temps. Il a fallu que vous vous émancipiez de... Voilà, c'est ça. Il a fallu que je m'émancipe de Diabuse System. Et parce que j'étais la petite en fait de Diabuse System et de Tepa aussi. Tepa, il a 10 ans de plus que moi, donc j'étais un peu vraiment la petite sœur. Et eux, en fait, ils me drivaient un petit peu en me disant fais attends, comme un grand frère, quoi, comme des grands frères. Et du coup, je les écoutais vachement, mais j'avais besoin aussi de m'affirmer en solo. Et c'est ce que j'ai fait en 2002. Ça a mis un peu de temps, mais peut-être que c'est le temps qu'il fallait, quoi. Ça a été très bien accueilli, cet album, autant dans les ventes que par la critique. Est-ce que vous l'avez ressenti? Comment vous l'avez vécu? Et est-ce que cet album solo et ce bon accueil a
a créé un tournant dans votre carrière? Moi, j'ai ressenti, oui, que ça a bien marché, que ça a été bien accueilli par le public et par même la presse hip-hop, même les médias un peu plus généralistes, puisque j'avais fait des télés à cette époque, on m'avait pas mal appelé. Après, est-ce que ça a été un tournant dans ma carrière? Je sais pas. En tout cas, vous l'avez pas vécu comme tel. Non. Vous avez eu l'impression que c'était une progression, quoi. Vous avez continué votre bonhomme de chemin. Oui, voilà, je me suis jamais vraiment posé la question. Moi, j'écrivais, je sortais des disques, et après je faisais beaucoup de scènes, et c'est tout ce qui m'importait, quoi. Après, c'est vrai que j'ai jamais eu en fait de plan de carrière en me disant je vais sortir un album tant, je vais faire ci. J'avais pas de stratégie dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de parler, dans ma façon d'aller voir les médias ou de vivre ma vie, quoi. Bah, j'avais aucun plan, aucune structuration, c'est ce qui m'a fait défaut, hein, je pense, dans ma carrière. Mais après, bon, bah, j'étais comme ça. Hein. Peut-être que j'avais pas la bonne équipe autour de moi, ou le bon manager, ou le bon producteur, je sais pas. Mais je sais que ça posait problème. Même en maison de disques, j'avais une anecdote, en fait. J'avais participé à l'Invincible Armada, donc c'était une compile qui est sortie avec Mistadi, Diabuse et tout le monde, donc ils avaient invité tout le monde, hein, dessus. Il y a Expression Directe, Kerry James, Roth, il y a vraiment tout le monde, Assassin, tout le monde. Et du coup, en fait, ils avaient eu rendez-vous avec, à l'époque, comment ça s'appelait déjà, le label avec Benjamin Hostile, voilà, c'est ça, avec Benjamin Chulvanige et tout. Et donc il y avait l'équipe, mon équipe, Diabus, Tepa et tout, qui avait dit ouais, bah on va te faire écouter le titre de Princesse Agnès. Et lui a dit catégoriquement, je veux pas en entendre parler de cette fille. Jamais et tout, je l'avais jamais rencontré, quoi. Mais je me dis, mais pourquoi il parle de moi comme ça? Il est bizarre, lui. Enfin, après, c'est ce qu'on m'a dit, quoi. Et en fait, il dit non, c'est une racaille, elle est ingérable, je veux pas en entendre parler, vous me le passez pas. Et donc, du coup, bah, ils ont dit, bon, bah, ils faisaient l'écoute de l'album, donc ils ont pas passé le morceau. Mais il y avait l'intro qui commençait, donc c'était Vite à vie. Ah, te voilà, toi. Où est-ce que t'étais encore, hein? Donc il fait, attends, passe-le. Après, il disait, bah non, c'est Princesse Agnès. Ouais, non, mais mets-le vite fait. Je fais partie de cette génération qui a grandi avec le rap, me gave de hip-hop chaque matin comme toi de miel pop. J'ingurgis dans mon Walkman une bonne quantité d'albums, 100% hip-hop, c'est la musique que je consomme. Donc après, il écoute, il a fait, ah ouais, c'est fort et tout, c'est mortel et tout, franchement, c'est mortel. Et donc ils ont dit, ouais, mais on comprend pas, tu l'as déjà rencontré? Non, je l'ai jamais rencontré, mais en gros, elle a une mauvaise réputation. Et alors, ça venait d'où, ça? Je pense que c'est le fait de vouloir, le fait d'être soi-même, de pas vouloir être, de pas vouloir être géré ou de pas vouloir écouter. Même si je disais tout à l'heure que bon, il y avait Diabus qui était derrière moi, mais bah j'avais mon caractère quand même. Donc après, peut-être qu'une fille qui fait ses trucs, qui montre qu'elle a besoin de personne, en gros quoi, bah peut-être que ça fait peur. Et au final, vous avez un jour été signé dans une grande maison de disques ou jamais? Alors avec les spécialistes, on était chez BMG, mais c'était en licence. Alors la différence entre être signé et être en licence, c'est quoi? C'est qu'on est producteur de notre album, voilà. Et que en fait, on bénéficie de toute la distribution de la maison de disques et du marketing de la maison de disques. Mais ils ont pas leur mot à dire sur l'artistique. Voilà. Et après, bon, bah, quand on est artiste, il y a le directeur artistique qui va nous conseiller, mettre les producteurs, les compositeurs, etc. Et en fait, il y avait 3 façons de faire les choses. C'était être artiste, être en licence ou être en distribution. En distribution, il n'y avait pas le marketing. Mais du coup, oui, moi, j'avais été en licence chez BMG et après, j'avais signé chez For My People aussi, avec le groupe. Donc, Mais For My People, c'est donc la boîte de Cool Chain, donc NTM. Ouais. C'est quelqu'un qui était dans ce milieu-là, donc qui devait vous connaître. Ouais. Voilà. C'est ça, ouais. Ça, c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait pas de. Lui, il était vachement dans tout ce qui est artistique. Il s'en foutait, quoi. Il fallait que ça rappe et c'est tout. Hein. Lui, il passe pas par 4 chemins. Je veux qu'il y ait du flow et du texte aussi avec du sens. Donc, il était content parce que il disait le groupe spécialiste. Eux, voilà, ils sont conscients, c'est du rap conscient, parce qu'on aime bien ranger le rap dans des cases. Bah, eux, c'est du rap conscient, donc lui, il était content. Ma clique en mission. C'est quoi l'extrême droite, papa? Tiens, écoute. À qui la faute? Si l'extrême droite atteint l'un des meilleurs scores, il a fallu que le cauchemar devienne vrai, pour que les choses se corsent. À qui la faute? Quand étranger devient synonyme d'insécurité, croire. Quand les fours crématoires sont des détails de l'histoire, croire. Dans l'immédiat,
il fallait peut-être cogiter. Au lieu d'écouter les discours démagogues dans les médias ou JT, y'a danger. Même si on est des orphelins des droits de l'homme, j'allume le drapeau tricolore. J'éveille les consciences qui sont nolles sans nous. Les premiers coupables, les victimes à la fois. Hip-hop citoyen, Ouais. ça c'est une chanson qui est très engagée aussi. C'était au moment du second tour, l'élection présidentielle en 2002. Ouais. Comment vous avez... c'est vous qui avez initié le truc? Alors en fait j'étais chez Fifou, je sais pas si vous connaissez Fifou, c'est un graphiste qui fait toutes les pochettes là, il est hyper connu, photographe, et c'était mon graphiste, hein. Donc j'étais chez lui, je sais plus ce que je faisais, une pochette, je sais plus ce que je faisais, et j'ai pas été votée, hein, un peu comme tout le monde, et j'étais avec un ami qui s'appelle Rachid Santaki, qui dit il est 20h, viens on regarde et tout, et tac le truc il tombe et tout, on voit la tête et tout, on était choqués, mais vraiment, on était choqués. Donc on s'est dit purée, on a déconné, qu'est-ce qu'on a fait, nanana. Et avec Rachid on s'est dit vas-y viens, faut qu'on fasse quelque chose, je suis désolée, faut qu'on fasse l'entre-deux tours. Le lendemain, donc comme moi je travaillais à Génération, et j'ai dit voilà, je veux faire un morceau, donc j'ai appelé tout le monde, je crois que j'ai eu 2 refus, mais bon ça me dérange pas, c'était Kazek qui avait dit je m'engage pas politiquement, bon après pas de problème, hein. Et Oxmo aussi qui avait dit je préfère pas, pareil, mais tout le reste ils sont tous venus, je me rappelle Sniper il était venu avec l'équipe de Canal+, qui les suivait justement par rapport à cet événement, il y avait tous les rappeurs là, ils ont tous répondu présent, on a fait le morceau les jours qui suivent le premier tour, et après ça a grave tourné quoi. Il y avait Nova qui avait appelé à Génération pour demander le morceau et pour le diffuser en playlist sur leur radio. Alors que voilà, moi j'étais avec Génération, j'avais fait le studio, j'avais pris le studio avec Génération, mais eux ils s'en foutaient quoi, ils disaient ouais c'est pas grave, on veut passer le morceau, on veut le diffuser, ils l'ont bastonné, et donc j'avais vachement apprécié cette démarche de la part de Nova. La France nous montre son vrai visage, le ton orageux malgré leur bluff et leur beau paysage. Tu veux savoir mes plus grands luxes, la liberté, l'égalité pour tous, mais encore mieux la sincérité. J'arrive pas à croire que le taux de racisme... 2006, justement, ça a marqué un peu un tournant dans le rap, parce que cette année-là, le rappeur qui a le plus vendu, et même l'artiste francophone qui a le plus vendu en France, c'est Diams. Ok. Son album Dans ma bulle a été l'album le plus acheté en France cette année-là. C'est quelqu'un que vous avez connu. Comment ça se passait le travail avec les autres filles rappeuses? Est-ce que vous étiez en méga concurrence? Est-ce qu'au contraire, il y avait de l'entraide? Franchement, il n'y avait pas de solidarité entre filles. Le succès de Diams cette année-là, est-ce que vous vous êtes dit pour moi ça va être plus difficile, ou à l'inverse, ça y est, les femmes sont enfin considérées? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de percevoir Non, parce que en fait, on faisait pas du tout le même rap. Je lui avais dit, de toute façon, on fait pas la même chose. Et je lui avais dit, j'avais pas aimé en tout cas le titre DJ qu'elle avait sorti, qu'il avait révélé au grand public, mais il y avait d'autres titres qui étaient bien. Mais après, non, pour moi, je faisais pas la même chose, au même titre que voilà, Kenny Arcana, elle fait pas la même chose, ou voilà quoi. Mais je me suis pas dit, enfin, ça va ouvrir des portes. Mais j'étais quand même contente, hein, ceci dit, parce que je me suis dit, y a une fille qui rappe, qui est mise en avant, c'est bien quoi. Alors le problème, c'est que depuis, il y en a plus vraiment eu. D'après le JDD, le rap est le courant musical le plus écouté en France, mais les albums de filles dans le rap représentent à peine 5% de la production. Pourquoi? Est-ce que c'est le public qui n'achète pas, qui n'écoute pas? Est-ce que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, les maisons de disques qui ne signent pas? Pour vous, est-ce qu'il y a une explication à ça, à l'invisibilité des filles encore aujourd'hui dans le rap? Alors je pense pas que ce soit les maisons de disques qui signent pas, parce que aujourd'hui toutes les maisons de disques elles ont leurs filles, je crois, hein. Et en plus maintenant c'est banalisé totalement, hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de figure emblématique, charismatique, je sais pas quel mot en hic, mais qui en tout cas qui marque une génération, qui marque le grand public quoi. Je sais pas comment expliquer ce truc là. On revient sur votre carrière, on a parlé du premier album. En 2008, vous sortez un deuxième album. Ce deuxième album, Au carrefour de ma douleur, c'est un CD accompagné d'un DVD et vous abordez le conflit au Darfour. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous aviez voulu aborder ce thème-là? J'ai vu quelques secondes dans les médias, après j'ai approfondi mes recherches et je me suis dit mais c'est pas possible. Et je voulais en faire un titre et je voulais en fait le crier quoi.
Je voulais le crier pour dire regardez ce qui se passe là-bas, il faut pas que ça se... faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et tout. Et donc j'ai pas calculé. En fait, je l'ai pas calculé. Je l'ai sorti le titre comme ça. Et j'ai voulu me rendre sur place aussi pour voir les conditions de vie, pour rencontrer les personnes, pour essayer de faire J'ai fait un petit docu sur ça. Une fois de plus, vous aviez besoin de vous engager sur quelque chose. Ça a toujours été un peu votre marque de fabrique. C'est vrai. J'ai toujours eu besoin de m'engager. J'ai besoin de diffuser des messages, de dire des choses, mais même dans ma vie de tous les jours, hein, c'est vrai. Là, j'ai 3 enfants maintenant, j'ai 3 filles, et c'est vrai que je leur parle tout le temps. Il faut de choses. Même leur papa me dit non, pourquoi t'abordes ces sujets-là et tout, mais j'ai besoin je sais pas, j'ai besoin de parler de ça, d'être engagé face aux injustices ou. C'est comme ça, c'est en moi, hein. Je peux rien y faire. Après cet album, ça a été le dernier. Ouais. Et vous avez quitté la musique. Est-ce que ça s'est fait d'un coup ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Vous êtes dit j'arrête ? Est-ce que ça s'est fait progressivement ? La fin de votre carrière, ça s'est passé comment ? Alors l'élément déclencheur, je pense que c'est la naissance de ma première fille. C'était en 2009. Et après, j'avais des petites difficultés quand la petite est née. Du coup, j'ai dû arrêter. Des difficultés à concilier les deux ? Des difficultés parce que la petite, elle avait des problèmes. Pendant à peu près 2-3 ans, j'ai dû la suivre. Et du coup, après, j'ai arrêté. De toute façon, après, je me suis dit... le rap, je veux pas dire que c'est une musique pour les jeunes, faite par les jeunes, etc. Mais je vois Oxmo, quand même, qui est même plus âgé que moi, mais qui va faire des concerts, c'est super et tout. Mais c'est un autre rap. Moi, le rap dans lequel j'étais, c'est vrai que c'était plus un rap spontané sur le moment. Donc après, je me voyais pas être une mamie du rap, aller à Génération, faire des freestyles, les mecs qui faire des MJC et tout. Ça m'a saoulé, quoi. Parce que on aspire à d'autres choses, hein. Après, c'est peut-être le fait d'être maman, ça m'a ouvert les yeux sur d'autres choses ou d'autres priorités, quoi. La place de la musique aujourd'hui dans votre vie ? Quand je prends ma douche. Uniquement ? Quand je prends ma douche, quand je vais à la salle de sport le matin, j'aide vite fait un jeune artiste. Donc ça me fait rire parce que je fais des rendez-vous un peu en maison de disque pour des marchés pour lui et tout, et à chaque fois qu'il y a des gens qui me voient ah Agnès, mais qu'est-ce que tu fais là, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais, c'est ça. Après je dis non, je viens juste te présenter un petit artiste et tout, un jeune. Mais ça me fait rire parce que même je vois ça a complètement changé. Je vois avant, quand j'étais petite, quand j'avais 15-16 ans, j'allais dans les maisons de disques, pour moi c'est que des vieux, et maintenant j'arrive, c'est moi la vieille, quoi. Et je vois c'est que des petits jeunes, ils ont 20 ans. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils connaissent eux à la musique? Et je vois, mais je fais, mais tu faisais quoi avant? Non, mais je sors d'une école, j'ai fait 4 ans et tout. Je dis, ah ouais, ok, d'accord. Mais on dirait que c'est moi qui leur apprends leur métier, quoi. Bon, eux, ils connaissent mieux que moi parce que maintenant, il y a toutes les plateformes digitales et tout. Moi, j'y connais moins que eux, mais ça me fait rire, quoi. À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante, gênante, révoltante. Bref, un épisode qui vous a marqué. Princesse Agnès, votre anecdote? Justement, par rapport à la position de femme, j'étais sur scène avec Tepa et en fait, entre les morceaux, donc on parle et tout. Moi, j'ai toujours été à l'aise sur scène, donc je parle à tout le monde et tout. Et après, j'entends, je crois que c'était un mec qui m'avait insulté, sale pute, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Dans le public? Ouais, dans le public. Après, j'ai fait, stopper tout là. Qui vient de dire ça là, nanana. Et donc, en fait, c'était des petites salles. Donc, j'ai vu le mec, je fais, ah ok, c'est toi là? Monte sur scène tout de suite, je vais te fumer. Donc, le mec, il est monté sur scène. Parce que c'est un mec qui rappait aussi, et donc il a commencé à rapper et tout, c'était vraiment nul d'ailleurs. Et après j'ai rappé, et en fait il y a toute la salle qui était avec moi et tout, j'ai fait allez vas-y maintenant descends et ferme-la, quoi, en gros, quoi. Mais voilà, ça m'avait fait rire parce que voilà, pourquoi tu viens me voir et que tu me dis espèce de grosse pute, qu'est-ce que tu rappes toi? En plus il y avait mon collègue qui était à droite, pourquoi tu lui dis pas à lui aussi? Donc c'était parce que j'étais une fille aussi. On passe maintenant au quiz. Studio ou scène? Scène. Bah ouais, j'ai toujours kiffé la scène. J'ai toujours été à l'aise sur scène et j'ai toujours kiffé rencontrer le public. Même je me suis déjà retrouvée dans des scènes où on n'était pas nombreux parce qu'il y avait, je me rappelle une fois dans le sud, il y avait OM PSG, je crois, qui jouait. Et donc je me suis retrouvée dans la scène, il y avait 20 personnes. J'ai fait qu'est-ce que je vais faire? Je suis descendue et j'ai rappé avec eux. Ah, ils ont kiffé, mais c'est des super moments. Mais la scène, ouais, même avec Cool Chain, quand on faisait les tournées et tout avec lui, même lui il disait franchement, en fait tu nous as fumé sur scène,
mais les gens ne le savent pas parce qu'ils crient, parce que c'est moi. Mais je sais que tu nous as fumé sur scène. Donc j'ai toujours adoré la scène. Moi, je me suis retrouvée en Suisse, au Cameroun, un petit peu partout quoi, dans le monde. Et tu te dis, mais c'est fort, quoi. Je rencontre des gens un peu partout et ça devient des amis. Et je peux les revoir 10 ans après, même j'ai arrêté la musique. Ça reste mes amis. Et ça, dans n'importe quel autre milieu, j'aurais peut-être pas rencontré ces gens-là. En solo ou en groupe ? En solo ou en groupe ? En fait, je vais dire en groupe, mais pas en groupe les spécialistes. Je vais dire en groupe, en fait, en équipe, quoi. Mais là, de ce que vous me racontez, de toute façon, on se rend compte que vous êtes tout le temps plus ou moins en collectif. Ouais. C'est en équipe, c'est... Pour moi, en fait, y a mon DJ maintenant qui habite à New York. Donc il est venu la dernière fois et on va toujours parler des mêmes choses, hein. C'est ça les discours de vieux. Tu te rappelles, on faisait ci, tu te rappelles, on faisait ça. Et ce qui me manque le plus, voilà, c'est la scène, tout ce qui entoure la scène, c'est-à-dire partir en voiture, prendre le train avec toute l'équipe, rigoler. En fait, c'est comme une grande colonie de vacances. On rigole tout le temps, ça se vanne et on est ensemble, on va faire de la scène, on va tout déchirer, on va rencontrer les gens après. C'est magique, hein, c'est vraiment magique. Indépendant ou signé ? Indépendant, ouais. Parce que personne peut nous comprendre mieux que nous-mêmes. Pour la liberté que ça apporte. Voilà, pour la liberté, pour... c'est plus difficile, franchement c'est plus difficile, mais qu'est-ce que c'est plus kiffant de pouvoir faire plein de choses, et on sait que c'est nous, quoi. Les mecs, ils t'invitent dans leur salle de concert parce qu'ils kiffent ce que tu fais. Voilà, les médias, ils t'appellent parce qu'ils kiffent ta musique, etc. Ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, Princesse Agnès. Merci beaucoup pour cette entrevue. Si cet épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aimez et partagez-le pour ne rater aucun épisode. Il suffit de vous abonner. Le prochain, ce sera dans un mois et ce sera un profil et une histoire bien différents. D'ici là, on reste en contact sur Twitter, sur Facebook. Première Dame, le podcast. Ciao, ciao.